Hello tout le monde et bienvenue sur Antipopcast. J'espère que vous allez bien. C'est la dernière fois que on fait cette intro pour cette saison. Comment ça va, William ? Ouais, écoute, ça va et toi, mec ? Ouais, ça va bien, ça va bien. On se retrouve du coup pour ce dernier épisode de la saison 3 en face à face, comme on a commencé la saison, sauf erreur. Il me semble qu'on a... Oui, on a commencé en face à face. côte à côte, ouais. Exact. Non, on était en face à face. Ah, on était en face à face au début. Après, on s'est mis on s'est côte mis à de côté, ouais, côte à côte. on a fait un move. Voilà, c'est ça. En tout cas, on espère que vous allez bien. Avant de faire une rétrospective de toute l'année, on voulait quand même parler de deux sujets, deux théories avancées par William, donc William le théoricien. Ouais. Donc Will, il va nous présenter deux théories, on va parler un peu de ça, et puis ensuite on fera une rétrospective un peu de tout ce qu'on a fait cette année, et qu'est-ce qu'il y a aussi à venir. Mais oui. Voilà. Alors, William, à toi la parole. Floor is mine. Avec Floor is yours, avec le petit pen. Alors on va, slide numéro 1. Trop chiant. Pourquoi la Lune est un projecteur ? C'est vrai ça. Ça, c'est ma théorie numéro 1. Pourquoi est-ce que la Lune, c'est un projecteur et non pas un satellite Lune, une planète ? Oui. La deuxième théorie, c'est pourquoi la Terre est plate. C'est vrai. Voilà. Merci, on espère que vous avez apprécié ce podcast. Non, alors c'est des théories, c'est à peu près du niveau de la Terre est plate, sincèrement, ce type de théorie. C'est pas comme ça que tu me l'as avancé en off. En off, il était là, j'ai deux super théories incroyables. Ouais. Non, c'est des théories qui sont cool, mais qui se révèlent pas être efficaces dans le 100% des cas et qui se révèlent être très faillibles. La première... Mais du coup, pourquoi on en parle ? Non, mais parce qu'en fait, ça amène plus loin à de la réflexion, en fait, et je trouve ça intéressant. Ok, d'accord. Attends, je dois choisir laquelle je te présente en premier. C'est ça le gros challenge maintenant. Et on va commencer par la loi de Pareto, ou le principe de Pareto. Je pense que vous, sur YouTube ou autres plateformes qui avez l'habitude de regarder des coachs de vie personnelle, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, parce qu'en fait, c'est un peu un grand classique, la loi de Pareto. C'est un principe, donc là, je suis sur la page Wikipédia, juste pour avoir le descriptif de la loi de Pareto, si ça te va. Bien sûr. Le principe de Pareto, aussi appelé loi de Pareto, principe des 80-20, ou 80-20 pour les Français, ou encore loi des 80-20, est une observation selon laquelle environ 80% des effets sont le produit de seulement 20% des causes. Les phénomènes qui illustrent ce principe suivent une distribution de Pareto. Si vous êtes comme moi, vous n'avez rien compris à cette phrase. J'ai rien compris, moi. C'est normal, hein, parce qu'on a des cerveaux pourris. Moi, je comprends pas. Genre, tu sais, quand on avait des problèmes de maths et tout, je comprends que je devais relire 8 fois les problèmes. Comment les données, là, de problèmes. Enfin, voilà, je te laisse continuer, pardon. En gros, cette théorie-là, pourquoi est-ce que tout d'un coup j'ai eu cette illumination de parler de ça ? C'est parce qu'en fait, on rentrait ivre avec Enrique d'une soirée entre collègues, à pied, puis on a commencé à parler de ça. C'est un principe selon lequel tu te dis, en fait, 80%, 80% de ce qui se passe est dû à 20% de ce que tu as fait. Par exemple, si on l'applique à notre travail, appliquons-le par exemple aux clients. D'accord. Tu as 80%, pourquoi je dis 80 ? Dis pas 80, c'est chiant en fait. 80. On a 80% des clients qui nous ramènent le 20% de nos mandats. Oui. Et on a 20% de nos clients qui ramènent le 80% de nos mandats. Ou on a 20% de nos travaux qui produisent le 80% de notre richesse. Oui. Et 80% qui produisent le 20%. En fait, c'est une manière de pouvoir un peu prendre de la distance aussi par rapport à certains trucs. Tu vois ? Mais c'est aussi un peu un truc genre quantité-qualité. Ouais. Et puis, la dernière fois, quand tu m'en avais parlé un petit peu en off, je trouvais intéressant comme tu me l'avais apporté aussi, c'est quand tu disais genre, pour arriver où on en est maintenant, il y a eu donc t'étais tout seul, et puis maintenant on est 10 dans l'agence, à peu près. Tu disais, il a fallu... il a fallu 20% de notre énergie pour faire ces 80 premiers pourcents. Et puis maintenant qu'on est sur un truc plus où ça se lisse un peu plus, la courbe. Avant, c'était très fort comme courbe. On a hyper évolué très vite.
eh ben, avec sans trop non plus d'énergie, enfin quand même de l'énergie, mais sans trop d'énergie, bah, maintenant on arrive dans un moment aussi en tant qu'agence, mais je pense ceux qui nous écoutent, ils peuvent aussi arriver en tant que personne aussi. À mon avis, ça ne s'arrête pas juste à un groupe. Où justement, bah, maintenant on a un moment où il va falloir, pour les 20% restants, d'arriver dans le top qualité ou top agence ou peu importe. Ces 20% manquants, il va falloir 80% d'énergie en plus. Mais en fait, alors c'est un peu... on peut pas l'appliquer à tout, hein, mais ça permet si on l'appliquera à tout à partir de maintenant. Maintenant, ça a tout. Non, mais en fait, dans le sens, je réfléchissais à ça, je me dis, c'est dingue. En fait, là, on est dans une démarche maintenant en tant qu'agence, parce que c'est aussi ce qui nous motive. Et cette année, c'est un peu un constat qu'on a fait, de se dire, on a des clients qui sont cool, on a vraiment du bon travail. Ce qui nous manque un petit peu, et que j'ai partagé avec l'équipe, c'est l'aspect des fois un peu créatif et d'aller sur des projets où on se dit, waouh, là, c'est un projet qui est dingue. On en a eu quelques-uns cette année qui étaient comme ça, qui ont été un peu des révélations aussi. Et je me dis, mais comment on va chercher ces projets-là ? Et en réfléchissant à ça, je me dis, mais c'est fou, j'ai l'impression qu'il va falloir mettre vraiment, pour aller chercher ce 20% où tu te dis, tu fais partie du top agence ou je sais pas, mondial, tu dois mettre tellement plus d'énergie pour y arriver en fait. Tu vois, c'est pas juste on dit on engage une personne qui sait faire ça, et puis c'est bon, on va pouvoir aller tourner Jurassic Park 12, tu vois. Pas du tout en fait. Pas du tout. Ça prend beaucoup, beaucoup plus de monde et beaucoup plus d'énergie pour y arriver, en fait. Mais c'était assez intéressant quand Tanguy, un de nos invités, cascadeur, d'ailleurs, salut Tanguy si t'écoutes ça, mais allez voir l'épisode si vous n'avez pas vu. J'aimais bien, je sais plus s'il l'a dit pendant le podcast ou quand on discutait en off, mais il disait, mais en fait, c'est dingue de réaliser, parce qu'il était cascadeur du coup sur le dernier Hunger Games, et il disait, mais en fait, une production comme Netflix, enfin des productions Netflix ou des productions comme Hunger Games ou comme ça, il n'y a pas une grande différence entre nos tournages à notre échelle, où tu vas avec trois personnes, et ces tournages-là. La seule chose qui diffère, c'est le temps et l'argent. C'est ça. Tu vois, mais du coup, en fait... Et puis le monde, du coup, l'argent, donc le monde qu'il y a derrière, etc. Du coup, en fait, c'est 20%. À mon avis, si on revient sur ta théorie, ça rentre là-dedans. Et c'est assez intéressant. Ça veut dire que... Alors, je pense que la théorie n'est pas parfaite. Non, vraiment pas. Il y a plein de choses où, pour moi, elle n'est pas parfaite. Mais il y a quand même des trucs où j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, puis on en discutait un peu les deux, que tu arrives quand même à un moment où tu peux pas aller plus loin. Tu peux toujours un peu t'améliorer un petit peu, c'est des détails. Mais finalement, tu as fini un peu ta première course. Et puis, en fait, tu peux rester comme ça, comme on en discutait, tu peux rester comme ça, être dans le confort, te dire, bah voilà, j'ai acquis tout ça. Et puis après, il y a ce truc de, ok, mais est-ce que je vais aller chercher les 20% en plus ? C'est ça. Et puis d'aller les chercher, en fait, c'est vraiment hyper dur. Mais tout comme, tu vois, dans le milieu du sport, tu as vraiment ce côté-là où enfin, je veux dire, un grand coureur de marathon, il va pas être 4 fois plus rapide qu'un mec qui court tous les jours, mais en mode chill, tu vois. Pour aller chercher vraiment le dernier bout de performance qui fait que tu es tant de pourcents devant les autres, devant des bons, tu vois. Mais en fait, ça prend tellement plus d'énergie. Et puis tu vois, tu prends cet exemple des marathoniens comme ça, mais c'est tellement du travail. Enfin, c'est pour ça que c'est pas hyper parfait, hyper. Oui, c'est ça, voilà, mais c'est pour dire qu'en fait, comme tu disais, les gars, ils vont pas faire ils vont pas avoir 2 heures d'avance sur des amateurs qui courent bien. Tu vois, admettons un amateur qui court bien, il a 80%. Il a ses 80%. Puis le marathonien, il a les 100%, le gars pro. Bah, c'est 20%, tu vois, c'est pas non plus, il court 2 heures en avance de lui. C'est juste qu'il y a eu... Mais quand tu remarques la différence, le gars, il est amateur, il court pire bien et tout. Il fait ça tous les soirs, mais à côté, il travaille dans un bureau comme ingénieur ou je sais pas. Et puis, t'as l'autre qui vraiment a fait des sacrifices dans sa vie pour arriver à ce niveau-là. Des entraînements tout le temps et tout. C'est un petit 20%, mais qui est en fait finalement énorme. Mais en fait, c'est hyper compliqué à concevoir, je trouve, avec en tout cas mon cerveau. Mais ce truc de 80-20, parce qu'en fait, c'est pas vraiment un 80-20 en mode. Non, c'est pas figé. C'est des proportions un peu, tu vois. C'est une proportion, mais qui est un petit peu. Qui est pas fixe, dans le sens que c'est 80% et 20%, mais c'est presque. Le 20% a presque plus d'importance que le 80%.
Après, où je trouve c'est pas hyper parfait comme théorie, c'est sur le fait que tu vois, on disait tu arrives à 80, mais en fait dans ces 80, il y a quand même on oublie trop souvent, mais toutes les évolutions qu'il y a eu et le travail qu'il y a eu, et maintenant on se dit c'était facile, mais des fois maintenant nos défis actuels étaient des défis qu'on avait déjà dans d'autres domaines ou sur d'autres sujets il y a quelques mois ou quelques années en arrière. Ouais. Là tu vois, ce gars en fait c'était un mec en Italie qui avait s'était appliqué dans de la production, si je dis pas de conneries. C'était un gars qui faisait vraiment de l'analyse de production, puis qui disait, ils essayaient en fait d'éliminer les 20%, si tu veux, de problèmes de production qui causaient le 80% de leurs problèmes. En gros, c'était un truc un peu comme ça, tu vois. Puis du coup, c'est beaucoup utilisé dans ce type de milieu-là où tu fais de l'optimisation pour se dire, en fait, tu essayes d'optimiser jusqu'au bout ces 20%. Mais je trouve que si tu l'appliques dans des même pour nous, tu vois, une faible partie de nos travaux vont représenter une grande masse de soucis, tu vois. Oui, c'est ça aussi. Tu as vraiment quelques travaux par année, quelques mandats où tu te dis, waouh, c'est vraiment compliqué. Ça demande beaucoup d'échanges avec le client, les images sont complexes à réaliser, enfin voilà, le résultat est pas dingo, enfin, il y a plein de trucs comme ça, et je trouve que des fois, ça permet aussi de se rassurer sur ton année aussi, de te dire, voilà, ok, de temps en temps, il y a des travaux qui demandent un peu plus d'énergie que les autres, voire beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaye de les éviter au max ? C'est pas possible de les éviter complètement, tu vois. Et puis quand on les a, on sait que c'est assez rare, puis qu'il faut essayer d'en avoir le minimum. Ou des clients aussi qui peuvent être des clients qui sont peut-être moins adaptés à la structure, et puis qui vont représenter pour nous un trop gros challenge en termes de gestion humaine par exemple. Il y a sûrement des gens qui doivent nous écouter ou nous regarder qui ont fait une thèse sur la loi de Pareto. On est désolé, à part ça on est trop désolé. Ils doivent être là, mais c'est vrai, ils n'ont rien compris et tout. Mais en tout cas, c'était notre compréhension de ça. Et c'est quelque chose qu'on pourrait aussi aller gratter un peu plus. Mais je trouve hyper intéressant. Et puis je pense que c'est à apprendre en tant que groupe, comme je disais, mais aussi en tant qu'individu. Et sur, bien sûr, nos domaines de l'audiovisuel, mais aussi des domaines de la vie, en fait. Mais je trouvais que ça... Moi, ce que j'aimais bien là-dedans, c'était vraiment ce côté dont on a un petit peu discuté du... Ok, si on veut aller chercher plus loin, c'est pas gratuit, en fait. Il va falloir... C'est vraiment... Ça demande... En fait, là... Il y a un bon niveau et je pense que la plupart, là, vous nous écoutez ou vous êtes dans la même moyenne que nous de gens qui sont dans de la production photo, vidéo, probablement, où vous avez un bon niveau. Vous faites partie du 80% des gens où on a un niveau. Enfin voilà, on a des forces, des faiblesses, etc. Mais pour aller vraiment taper le top du truc, le top agence, le top photographe, en fait, ça demande une énergie et des sacrifices qui sont au-delà. Et puis après, je me demande aussi si ça peut pas être altéré par le facteur un peu chance. Être là au bon moment, au bon endroit au bon moment, qu'on en a déjà discuté dans d'autres podcasts. Ou bien sûr, tu peux faire il y a des gars, ils vont faire des sacrifices, ils vont travailler comme des porcs et ils vont jamais... Ils vont sûrement avoir une qualité de travail qui s'approche du 100%, mais ils vont pas être forcément reconnu comme tel. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pas que sur une question de renommée, mais c'est une question de travail aussi. Exactement. Tu peux arriver à un 100%, mais ça, à mon avis, ça te demande beaucoup... Enfin, c'est vraiment un sujet complexe, parce que comment est-ce que tu sais que t'es bon si t'es pas reconnu ? Comme on parlait déjà que les hommes valident les hommes. Pourquoi toi t'es meilleur qu'un autre ? C'est un homme qui t'a... c'est les hommes avec un grand H, bien sûr, hommes et femmes, qui t'ont validé. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bien, tu me tends la perche sur le prochain sujet, en fait. J'adore. Ça, c'est du professionnalisme, tu vois, parce que le prochain, c'est justement, je voulais parler de ce fait de devenir un expert, en fait, dans son travail. Il y a aussi une théorie un peu similaire qui circule. C'est la théorie des 10 000 heures. Alors, vous pourrez faire... Moi, j'ai fait 2-3 petites recherches à ce niveau parce que je voulais comprendre à quel point elle était aussi... En fait, elle est fausse. Elle est fausse. Elle est fausse. C'est bien la conclusion de mes recherches, c'est ça. C'est qu'en fait, elle tient pas la route. Mais c'est pas grave. Ça donne aussi une intention, en fait. C'est souvent associé à la musique, en fait, cette théorie-là, sur les musiciens. Parce que souvent, on parle de Mozart.
qui du coup était un expert absolu dans son domaine, et qui avait 2 parents pianistes, profs de piano. J'essaye de pas dire des conneries historiques. Je suis désolé si de toute façon, c'est pas un podcast historique, non, donc on vraiment a rien pas. à foutre. Hein. En gros, il faisait du piano. Il faisait du piano, un mec qui joue du piano. Voilà. Il jouait du piano debout. Debout. Ouais. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et ce gars, en fait, Mozart, Amadeus, ce qu'on dit, c'est que quand il avait environ 10 ans, il avait déjà des milliers d'heures derrière lui de pratique. Alors bien sûr, c'était un génie, mais en fait, il avait des milliers d'heures de pratique derrière lui, parce qu'il avait commencé très tôt. Et puis, cette théorie des 10 000 heures, c'est de dire qu'en 10 000 heures, on devient n'importe qui. Devient expert dans un domaine, et c'est souvent rattaché à la musique, parce que la musique, ça demande quand même beaucoup. Tu vois, de temps. Enfin voilà, faut pas espérer devenir un super bon violoniste en 500 heures, tu vois. Ouais, mais pourquoi c'est controversé ? Pourquoi tu dis que c'est pas totalement vrai ? Mais il y a pas mal de facteurs, déjà parce que je pense qu'on n'est pas tous égaux au niveau des apprentissages. Ok. Ça dépend de l'énergie qu'on met dans cet apprentissage aussi, parce que de passer 10 000 heures en mode je passe 10 000 heures à faire de la comptabilité en m'en foutant de la boîte pour laquelle je bosse, et puis en attendant juste la pause café, c'est pas la même chose que le comptable, pareil, qui va être à fond derrière son truc et se dire je veux devenir le meilleur comptable. Donc en fait, ta motivation, elle fait varier aussi ça, en fait. Juste une petite parenthèse pour que vous vous rendiez compte ce que ça veut dire 10 000 heures, parce qu'on a fait le calcul l'autre jour avec William, parce qu'il me parlait qu'il voulait discuter de ça en podcast, et puis j'étais là, ah ouais, mais les 10 000 heures, c'est vite arrivé, enfin, c'est vite là. Et en fait, donc, William et moi, ça fait 4 ans que William m'a engagé, maintenant. Puis on faisait le calcul. Donc, si je suis là 4 jours par semaine... Donc, environ 35 heures par semaine. Exactement. Avec 5 semaines de vacances par année. Exactement. T'es quelqu'un qui est pas malade, donc c'est génial. Donc, t'as pas de loupé plus de semaines que ça. On arrivait... à on va faire 5 000. Fais le calcul. Mais donc, on fait une moyenne. Parce qu'au début, je travaillais peu pour toi. Maintenant, je travaille plus. Et du coup, on fait une moyenne de 35 heures. On est désolé pour les statisticiens. On est vraiment nul aussi à ce niveau. On est nul à beaucoup de niveaux, en fait. Hein. C'est ça. Mais donc, 40 heures par semaine. Fait 40 heures par semaine. Fois, disons qu'il y a 52 semaines par année. On en enlève 5 de vacances. Voilà. Fois 47. Fois 47. Ça veut dire que par année, tu fais quand même 1880 heures. Ouais, mais tu dois faire 10 000 heures. Ouais, bah ouais. Donc, on va faire 10 000 divisé par 1880. Ça veut dire qu'il te faut 5,31 ans. Ça va en fait. Hein. Non, mais c'est beaucoup. Tous les jours, tu fais ça. Tous les jours. Et c'est ton boulot. C'est ton boulot, tu fais tous les jours. Parce qu'en fait, si tu bosses ta journée et puis que tous les soirs, tu fais 2 heures de piano debout, disons 2 heures de piano debout par semaine. C'est peut-être un détail pour vous. Bon, là, tu prends pas de vacances, on dit. Hein. Donc, tu fais 2 heures de piano fois 365. Ça fait que tu fais 730 heures de piano debout par année. Par année ? Donc, il te faut, pour 10 000 heures, divisé par 730, il te faut 13 ans,69. Pour être un expert. Pour être un pianiste debout. Alors, j'ai pas de notion de piano, mais... Et il faut y mettre du cœur, en plus, c'est ça. C'est ça, ouais. Parce que il faut tenir il faut être persévérant aussi. Ouais. Et puis moi, ce que j'aimais bien, ce que tu disais en off, c'est que en fait, t'es expert dans un domaine, mais après tout d'un coup, il s'ajoute un autre truc, bah ça te rajoute des heures. Oui, c'est ça. Je comptais ça, je me disais, mais attends, moi je suis photographe ça fait depuis 2008 que je fais et que j'ai fait mes premiers petits travaux. Ouais. J'ai commencé en 2006-2007. Depuis 2008, j'ai pas fait 40 heures par semaine. Au début, je faisais quelques heures par-ci par-là. Ça fait quelques années que je suis débile et puis que je fais beaucoup d'heures. Mais avant ça... Ça fait longtemps que t'es débile. Ouais, mais ça fait longtemps que je suis débile, c'est vrai. Mais en fait, finalement, ça fait pas... Enfin, tu vois. Ouais, je vois. Et puis, ça, c'était devenir photographe. Oui. Ok, photographe, c'est une chose. Mais là, ça fait 4 ans que je suis devenu un patron. Ouais, et ça n'a rien à voir. C'est un autre boulot. Ouais, c'est un boulot de merde. C'est vraiment un boulot de merde. Donc, vraiment, il faut séparer aussi le truc. C'est qu'en fait, il y a eu un moment où je ne sais pas combien j'ai d'heures en photo. Peut-être que je suis à 10 000, hein, probablement sur autant d'années. Ah oui, sur autant d'années. Ouais. Mais par contre, comme patron, je sais pas, je suis peut-être à... 20 heures. Je suis peut-être à 20 heures. Non, mais ouais. Ouais. Sans compter la moitié des heures, tu peux déjà les griller parce que je fais le con dans l'agence.
C'est vrai. Donc, tu vois? Oui, je vois bien. Et voilà, c'est une tâche supplémentaire où en fait, j'apprends. Mais moi, où justement, je te posais la question pourquoi tu pensais que c'était faux, c'est parce qu'en fait, et puis bon, c'est vrai, si tu mets pas vraiment du cœur à la tâche, il n'y a pas de chance. Enfin, il faut le double d'heures, du coup, j'imagine. Il faut 20 000 heures. Mais je pense que tu veux faire un truc, tu mets 10 000 heures, de toute façon, tu deviens bon. Je suis pas sûr. Après, je pense pas que tu arrives au même niveau que certains. Non. Pas tout le monde est au même niveau, comme tu disais. Il y a aussi une question qui est... Enfin, il y a aussi un topic qui est un peu à part, c'est la question du don. Ouais. Tu vois? Parce qu'il y a aussi des gens qui croient pas. qui croient pas, croient pas au don. Ouais. Ils pensent que tout ce qu'on fait, c'est par du travail et que les dons, ça n'existe pas. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ouais. Je pense que vraiment, il y a des dons. En tout cas, on peut aussi en créer. Je suis pas fixe, genre, c'est inné. Je pense que tu as des facilités dans certains domaines. Tu as été rendu sensible à certaines choses. Donc, pour la théorie des 10 000 heures, ça te met un bonus, en gros. Tu vois. Mais je pense aussi que tu peux développer une passion, comme par exemple Manu qui était en podcast avec nous, qui est l'apprenti de notre agence. Lui, avant de faire son stage chez nous, il avait fait un stage d'employé de com. Puis il me voyait moi faire de la photo, mais il s'en foutait, tu vois. Et il a pu développer une passion et un don, parce qu'il a vraiment un don, il a pu développer ce don-là. Donc, je sais pas, mais vraiment, tout ça pour dire... Si tu le rapportes en plus à de la musique ou à autre chose, il y a quand même des... Enfin, on est avec des... Pour moi, tu l'appelles don ou faculté, ou je sais pas comment faut l'appeler, mais on a des facultés différentes tous, pour moi. Oui, ça, c'est ma vision des choses. C'est qu'en fait, on n'est pas tous égaux quand on est, en fait. Non. Et puis, en fait, il faut être OK avec ça. Il ne faut pas être frustré, parce que je pense que vraiment, chacun, on a quelque chose qu'on peut apporter. Il y a des gens qui peuvent apporter plus, hein. Et puis il faut être OK avec ça aussi, je pense, tu vois. Mais tu sais, moi je pense pas qu'il y a c'est tout noir ou tout blanc. C'est pas genre lui il a un don en ça, dans ça, donc toi t'es moins fort donc t'as pas de don. Je pense que, encore une fois, ça rejoint ce que je disais, genre l'homme valide l'homme. C'est par tendance, tu vois. Il y a des peintres, ils ont peint, il y a personne qui comprenait ce qu'ils faisaient, ils sont morts 20 ans plus tard, 20 ans après leur mort, c'est devenu la référence. Tu parles de tes NFT que tu as créés là pour... Exactement, ça j'espère que ça va. Mais NFT sur Post-it. Ouais, c'est des NFT sur Post-it, c'est pas des vrais NFT. Hein, mais François, il est dessinateur de NFT dans l'agence. Mais tu vois un peu ce que je veux dire, c'est que déjà pour moi, en fait, ça pourrait être un podcast en lui-même, honnêtement, parce que c'est des questions que je me pose encore maintenant. C'est bien sûr, on a des dons pour réaliser des choses. Parce qu'il y a vraiment des gens, ils font des trucs et puis t'es là, c'est pas terrible. Mais en même temps, pourquoi c'est pas terrible? Bon, il y a des gens, c'est pas terrible. Il y a des gens, c'est pas terrible, ouais, mais pourquoi c'est pas terrible? Ouais, je sais pas. C'est une vraie question. Et puis ça se trouve... C'est juste notre appréciation, voilà, en fait. Et ça se trouve que dans 40 ans, ce que eux font, c'est une dinguerie. Donc bref, ça c'est, on va peut-être pas s'exposer. Après, t'as des personnes polarisantes. Tu vois, un gars comme Philippe Catherine, je pense que t'as vraiment des gens qui disent ce mec, il est juste barjot. Et il est barjot, mais il est putain de bon. Il est incroyable. Il est incroyable, ce gars. Mais je pense qu'il y a vraiment une grande partie de la population qui comprend pas. Même nous, on comprend pas, je pense, son délire. Ouais, mais lui, il comprend pas, je pense. Peut-être même lui, il comprend pas, il y a moyen, ouais. Mais bon, ça, ce serait une discussion qui est encore plus profonde. Mais je trouve que cette théorie-là, tu vois, elle a deux faces, et moi qui me plaisent aussi. Elle a la face qui va te booster en te disant, ok, il y a encore de la matière à évoluer, et il y a aussi il faut pas que ce soit que ça, mais qui te rassure aussi quand t'as pas atteint le plein potentiel. Je suis d'accord. Parce qu'en fait, je te le disais l'autre jour, je disais, mais tu vois, en vidéo, parce que c'est le domaine que François gère dans l'agence, finalement, t'es qu'à 5000 heures. Ouais. T'es qu'à 5000 dans l'agence, heures du... Ça laisse encore tellement de possibilités. Ouais, tellement. Et je trouve que c'est rassurant aussi de se dire, c'est ok de pas encore être l'expert. Ouais. Alors tu le deviens par la force des choses, mais il n'y a pas un jour où tout d'un coup tu as un diplôme d'expert parce que tu as tes 10 000 heures. Ouais. Mais, et puis tu vois, ça change aussi parce que avant d'être dans l'agence, je faisais de mon côté du coup, mais ça n'a rien à voir, tu vois, donc
Après, ça annule tes heures précédentes. Enfin, je sais pas. Mais pour dire aussi, et puis aussi, je pense, dès que tu arrives à tes 10 000, il faut faire attention aussi de ne pas se reposer sur ses acquis et se dire j'ai fait mes 10 000 heures, je suis un expert, je suis un machin. Ouais. Je pense que ça s'arrête pas juste à là parce que je pense pour certaines personnes, les 10 000 heures, elles sont éternelles parce que petit à petit, tu te rajoutes des tâches, tu te rajoutes des trucs. Comme toi, t'es devenu patron, mais il y a des gens qui se rajoutent des domaines d'expertise, tu vois, donc ça rajoute. Tu vois. Pour conclure là-dessus, j'ai une question à te poser, François. Attention, vas-y. Il faudrait que ça devienne juste une routine. Dites-nous si ça vous embête qu'on fasse cette routine-là, mais on l'a fait la dernière fois. T'as fait tes 10 000 heures, d'accord ? Attends. T'as fait tes 10 000 heures. Quand tu commences comme ça, t'arrives dans un endroit, il y a une machine à voyager dans le temps. Ouais. D'accord ? Tu retournes en arrière. J'ai fait mes 10 000 heures. T'as fait tes 10 000 heures. Okay. Tu prends la machine à voyager dans le temps. Tu sais, le mec là, avec l'espèce de machine qu'il avait fabriquée. Voyage dans le temps. Ok. C'est une machine un peu à vapeur, tu vois. Ok, d'accord. Il arrive. Il te prend dans sa machine, il te ramène 20 ans en arrière. Ok. Juste pour voir comment c'était il y a 20 ans. Au cas où t'aurais oublié. Est-ce que tu perds tes 10 000 heures ? Attends, je vais plus loin que ça. Vas-y. Donc, tu reviens en arrière. Ouais. Donc, toi, t'es toujours le même. T'as pas perdu tes 10 000 heures. Par contre, quoi ? Par contre, si tu refais... En fait, tu prends la machine à voyager dans le temps, tu reviens. Ouais. Et en fait, tu restes et tu refais la même chose. Putain. Ça double. Mais t'as utilisé le même... Ouais, tu vois ? Ça double. Ah, putain. Sauf que tu fais les mêmes choses. Donc, est-ce que ça double vraiment ? On sait pas. Je sais pas. Dites-nous si ça vous plaît qu'on réfléchisse sur des théories comme ça, parce qu'en fait, on est assez mauvais dans les vraies théories, mais on est assez bon dans ces théories-là. Donc, mais ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Ok, merci beaucoup Will pour ces deux théories. Si vous avez des commentaires par rapport à ça, n'hésitez pas. S'il y a des spécialistes, n'hésitez pas non plus à nous éclairer. S'il y a des sacheurs, on prend volontiers. Voilà. C'est comme ça que ça s'achève notre saison 3. Avant ça, on voulait refaire une rétrospective, comme je disais au début de podcast, sur toute cette année. C'est vrai que y a des gens qui nous suivent depuis 3 ans quand on faisait quand c'était plus sporadique les podcasts. Cette année, vous avez bien compris qu'on a décidé de mettre plus d'investissement dedans, de sortir un podcast chaque mercredi et on s'y est tenu. Donc félicitations. Bravo, ouais. Félicitations à toi aussi Yannick à la prod pour ça. Ouais. Puis félicitations à vous de nous avoir écoutés, si vous nous avez écoutés tout ce temps. Ceux qui ont et franchement, si vous avez écouté les 36 épisodes, mettez un commentaire et je vous respecte. Parce que même moi, j'écouterai même pas les 36. Tu vois. Non, mais pour dire que il s'est passé beaucoup de choses. On a vu beaucoup de monde, on a parlé de beaucoup de choses. On s'est, je pense, répété aussi beaucoup de fois. On a dit beaucoup de conneries. On a dit beaucoup de merde. Ouais. Mais c'était une belle année. Je sais pas ce que t'en penses, Will. C'était hyper bien. Ouais. Et je trouve que là, on arrive vers un point où on en a vraiment de plus en plus rien à foutre, on va dire, du côté positif, où vraiment c'est pas du tout calculé. Vraiment, on part avec des idées à la base et puis en fait, il y a un peu un fil rouge qui se crée. Se déroule devant nous. Donc voilà, dites-nous si c'est quelque chose qui vous plaît. Moi, j'ai eu vraiment du plaisir. Oui. Et puis, je me réjouis de ce qui va venir. Tout à fait, ouais. Sans vouloir trop en dévoiler. On va pas dévoiler, en fait. Du tout ? Non, dévoiler rien. Ouais, c'est juste que ça sera différent. Ça sera un peu différent. Ça sera différent. Et puis aussi parce que le podcast, dans l'état qu'il est, il est tout jeune. Nous, avant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec William, pendant le Covid... c'est qu'on se posait autour d'une table, après le travail, on se faisait vite notre podcast, on réglait nous les cams, on faisait nous les questions et tout. Enfin, c'était un peu plus à l'arrache. Maintenant, c'est quand même la première fois où c'est plus, c'est pas que c'est professionnalisé. Donc, c'est aussi on doit s'adapter, il y a des réflexions derrière, il y a de la direction artistique, il y a une direction aussi de comment on oriente nos podcasts, est-ce qu'on s'élargit aussi plus parce qu'on a débuté, c'était vraiment que photo, vidéo, maintenant on est encore en train de plus s'élargir, comme on a eu Suna par exemple, make-up artist, Tanguy comme cascadeur, etc. etc. Donc voilà, on se met un peu en place. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour la saison prochaine et on continue d'évoluer. Si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas vraiment à nous les soumettre. Nous, on est vraiment preneurs. Je crois que c'est un peu tout à ce niveau-là. Moi, j'aimerais aussi quand même remercier toutes les personnes qui sont abonnées toute cette année, toute cette saison 3, qui nous ont suivis,
qui nous ont reçu, qui nous ont envoyé des mails, des messages, peu importe, c'est assez dingue. On a quand même quelques anecdotes assez fous, des anecdotes assez folles, pardon, par rapport à ça durant cette saison, alors que on n'est que 540 ou je sais même plus, on n'est pas beaucoup. Alors on avait commencé cette saison, on était je crois 200 et quelques, donc c'était une évolution tranquille. C'était un peu une mise en place. Mais comme on vous a toujours dit, nous, c'est pas le nombre qui compte, c'est plutôt que tout le monde trouve chaussure à son pied. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous de votre fidélité. On voit les stats, que ce soit sur les plateformes de streaming aussi, Spotify, etc. On voit que ça marche bien. Il y a certaines personnes qui nous ont découvert grâce aux recommandations aussi. Donc, c'est cool, c'est bon signe. Et puis voilà, tout ça, ce serait impossible sans vous. Donc vraiment, merci du plus profond du cœur. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Merci à toi aussi, William. C'est toujours François, un plaisir de faire ce podcast à tes côtés, de faire les cons où on peut vraiment enfin être qui on est, mais pas encore assez qui on est. Parce que vraiment, les gens qui nous connaissent vraiment, c'est... Voilà, mais... ça, c'est musique d'avenir. Peut-être. On s'ouvre, en fait, on est comme des fleurs, tu vois, on s'ouvre petit à petit. Puis au final, je pense qu'il faudra arrêter le podcast parce que ça va aller tellement loin. Ça va aller trop loin, on va se faire censurer. Ou comme des huîtres avec une perle à l'intérieur qu'on peut entrevoir. J'aime ce que tu dis. Merci. Ok, merci beaucoup d'avoir écouté ce dernier épisode de la saison 3. On se dit à la saison prochaine pour plus d'aventures. Et puis jusque-là, portez-vous bien. N'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux. Comme ça, on fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Merci Willy. Merci. J'ai pas envie de rendre l'antenne. Ouais, enfin voilà. À vous les studios. À vous les studios, merci. Et puis on se dit à l'année prochaine. Portez-vous bien. Ciao.